Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, on fait un Q&A spécial 2026. Je vous remercie pour l'ensemble de vos questions. Alors, je ne les ai pas forcément regardées, je les ai juste compilées. Et on va regarder ensemble une réponse à froid et pourquoi pas faire des petits calculs. J'ai ma feuille d'Excel en face de moi. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter sur Instagram, Victor Laura Fire, ou LinkedIn, Victor Laura, L-O-R-A. À laisser 5 étoiles sur ce podcast, un petit commentaire, ça aide beaucoup. En tout cas, nous, on est parti. Première question. En 2026, est-il encore possible d'emprunter à fond 400, 600 000 euros avec quasi zéro apport en France ? Point d'interrogation. Les banques acceptent quoi comme profil aujourd'hui ? Salarié, freelance, etc. Alors, c'est sûr que comparé à quelques années, c'est-à-dire il y a 5-10 ans, quand on avait des taux à peu près à 1%, alors il y a 10 ans, on était plutôt proche du 3%, d'ailleurs entre 2 et 3%, et il y a 5 ans, on était dans les 1%. C'était globalement plus simple d'emprunter avant, et ce fameux 110%, donc pour ceux qui ne savent pas, le 110%, c'est quand vous achetez un bien immobilier, il faut décomposer le prix, le coût total de votre bien immobilier. Dedans, il va y avoir le prix du bien en tant que tel, il va y avoir les frais de notaire qui sont de 8 à 10%, qu'on va rajouter, calculés par rapport au prix du bien, puis les travaux, puis les frais d'agence, et puis les frais bancaires, les frais qu'on va avoir lorsqu'on va faire un dossier bancaire. Aujourd'hui, avoir du 110% directement, ça dépend de votre profil. Donc moi, j'en vois encore passer. La première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que vous allez acheter et comment vous allez l'acheter. Donc, grosso modo, vous avez trois types de façons pour faire un investissement. Soit vous allez acheter votre résidence principale, et potentiellement pour certains d'entre vous, c'est une des solutions aussi parce que vous avez une capacité d'endettement par exemple de 200 000 euros, 250 000 euros. Ce que vous allez faire, c'est acheter un appartement ou un petit immeuble. Ça va passer pour une résidence principale, donc là c'est bien, vous allez pouvoir l'avoir sur du 25 ans. Et vous allez ensuite le mettre en location, ou mettre en location une chambre ou un appartement en fonction de ce que vous avez acheté. Donc ça, c'est une très bonne façon pour commencer. Dans ce cas-là, je reviendrai aussi sur les différents profils et quels sont les impacts. Vous avez la deuxième façon d'investir, c'est simplement un investissement locatif classique. Donc là, ce qu'on va faire, donc c'est en propre. Donc vous allez acheter directement et être propriétaire directement d'un appartement. Donc là, vous avez la règle des 35% pour la façon générale des Français, et je vais revenir dessus en fonction de votre profil. Et enfin, vous avez, lorsque généralement vous butez ou en fonction d'optimisation fiscale, vous allez acheter en entreprise. Alors, ça peut être une SCI, une société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés, ou ça va être des SAS, etc., d'autres types de structures. Et là, ça permet de dépasser les 35% de dette. Dans chacun de ces cas-là, il y a des enjeux différents et ça dépend principalement... Alors, il y a plusieurs critères qui rentrent en compte. Le critère fondamental, c'est finalement votre banquier. Vous allez toujours trouver un banquier qui vous financera à 110%, ça c'est sûr. Là, j'ai accompagné plus de 1000 personnes à faire ça, et moi, à titre personnel, vous allez toujours trouver un banquier qui va fonctionner. La seule question, c'est où est-ce que vous allez trouver ce banquier qui va vous accepter avec votre profil. Ça risque de prendre du temps et ça risque de prendre beaucoup de demandes. Donc, c'est toujours une question, est-ce que vous êtes prêt à faire l'étape d'après ? Les règles sur l'invest, moi aujourd'hui, à force de faire des dossiers, donc encore une fois entre 1 à 3 millions signés par semaine, on a, voilà ma lecture qu'ont les banques aujourd'hui de vous. Alors il faut savoir que aujourd'hui, donc en 2026, février, les banques ont quand même réouvert grandement les capacités de financement. Il faut juste savoir que pour le financement d'entreprise, c'est quand même plus complexe. Il y a pas mal de conseillers en fait, qui ne traitent pas ce genre de financement parce que c'est trop dur pour eux, ça prend trop de temps et ils ne gagnent pas forcément assez d'argent. Bref, comment ils vous voient ? Alors il y a une question de salaire. Donc salaire net avant impôt sur le revenu. Si vous voulez avoir la même chose, je vous ferai la même chose en freelance derrière. Si vous gagnez 2 000 euros par mois net avant impôt sur le revenu, vous existez pour une banque. Donc là, vous existez, vous êtes quelqu'un qui fonctionne. Si vous voulez faire une SCI à l'IS,
on va vous demander du 20% d'apport sur 20 ans. Si vous avez beaucoup de travaux, si les travaux représentent plus de 50% de la valeur totale du coût du projet, là on va vous demander plus d'apport. On va vous demander plus d'apport par rapport aux travaux. Et en endettement classique, pour acheter votre résidence principale ou si vous voulez faire des investissements locatifs, vous serez sur du 35%. Quand vous êtes à 3 000 euros par mois, vous êtes bien, vous êtes quelqu'un de bien, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un de correct en France. On va vous demander grosso modo les mêmes éléments, donc du 20% d'apport sur 20 ans sur une SCI LIS, du 35% sur l'endettement. On va être flexible sur un investissement supplémentaire. Donc disons que vous avez acheté votre résidence principale, vous êtes déjà à 35% d'endettement, on vous permettra d'acheter un investissement locatif et de dépasser ces 35%. C'est ce que je vois, les banques font un petit effort pour vous, ils vous disent ok, un petit investissement locatif en plus, ça peut passer même si vous êtes en limite. Encore une fois, si vous allez voir votre banquier et que votre banquier est buté, rassurez-vous, d'autres banquiers existent. Ne fixez pas votre avis sur un seul banquier. Il faut que vous soyez convaincu que vous allez y arriver. Soyez convaincu d'y arriver et vous y arriverez en financement. Troisième partie, vous gagnez 5 000 euros par mois. Là, c'est bien. En fait, si vous êtes à 5 000 euros par mois net avant impôt sur revenu, là, vous êtes intéressant. Donc, c'est les chiffres d'aujourd'hui, de 2026. Ce n'était pas le cas avant. Avant, c'était plutôt les 3 000 euros. Vous étiez quelqu'un d'intéressant pour les banques. Aujourd'hui, c'est plus 5 000 euros par mois. Là, vous avez plein de choses qui s'ouvrent en face de vous. Vous allez pouvoir faire de la SCI LIS sur du 25 ans. Vous pouvez réussir à négocier ça. Et vous allez pouvoir faire un financement, un apport de 0 à 10%. Donc là, vous diminuez. Potentiellement, on peut arriver... Alors, attention, parce que quand vous faites un financement à 0% sur une SCI LIS, ça dépend de... vous pouvez du coup faire un deal presque sans apport. Vous avez ensuite l'endettement. Vous allez pouvoir monter à 41-45% d'endettement. Donc là, c'est beaucoup plus flexible. Et vous avez aussi des lignes de crédit qui sont ouvertes. Par exemple, si vous êtes dans ces montants de revenus, vous êtes au Crédit Agricole, alors je pense qu'ils le font toujours, mais de Paris, vous pouvez demander un crédit de 80 000 euros comme ça du jour au lendemain et vous avez 80 000 euros sur votre compte. Une ligne de crédit, quoi. Si vous gagnez maintenant 7 000 euros, là, pour les banques, vous commencez à gagner. Là, vous gagnez de l'argent. Vous êtes à 7 000 euros par mois et on retrouve des conditions qui sont les mêmes conditions qu'SCI LIS. Vous pouvez faire du 110% SCI LIS et vous pouvez monter à du 45%, voire plus en endettement. Si vous êtes à 15 000 euros par mois, maintenant, vous êtes considéré comme éligible banque privée. Donc là, vous avez grosso modo les mêmes choses, encore une fois, que quand vous gagnez 5 000 euros par mois. Et vous avez plus de flexibilité. Donc là, vous pouvez avoir du financement à 110%. Donc il faut savoir que les banques, vous voient grosso modo sous ce prisme-là. Elles sont souvent pas au courant, même les gars en fait ne sont pas au courant qu'ils vous voient comme ça. Moi je vous donne juste, à force d'avoir fait des deals, à force de signer des crédits, voilà ce à quoi ça ressemble. Quand vous êtes en freelance, alors le freelance a beaucoup évolué ces derniers temps. Avant c'était un enfer d'emprunter quand on était en freelance. Je dirais il y a une dizaine d'années c'était compliqué. Là aujourd'hui c'est beaucoup plus simple. Mais il faut quand même se rendre compte de l'ordre des grandeurs. Donc ceux qui sont pas freelance aujourd'hui, ça vous paraît bizarre. Mais grosso modo, quand vous êtes salarié aujourd'hui, vous gagnez 3 000 euros par mois, vous coûtez 6 000 euros par mois à votre boîte. Donc, il y a un facteur 2. En freelance, la banque va vous regarder grosso modo comme ça. Donc, si vous facturez 5 000 euros par mois, c'est l'équivalent d'être à 2 500 euros par mois de revenus. Donc là, vous retombez dans les cases. En fait, vous pouvez retourner dans le prisme du dessus. Si vous êtes à 10 000 euros par mois de facturation, vous gagnez 5 000 euros par mois, donc c'est OK. Si vous êtes à 20 000 euros par mois de facturation, vous gagnez 10 000 euros par mois, donc c'est OK. En fonction de combien vous gagnez. Donc là, par exemple, si vous êtes cadre aujourd'hui dans une boîte, vous mettez en freelance, vous mettez en même temps au chômage. La technique, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une rupture conventionnelle, on va avoir 2-3 ans de chômage. Pendant ces 2 ans de chômage, on va avoir 75%, ça dépend, mais à peu près entre 50 et 75% de ses anciens revenus. Donc si vous gagnez grosso modo du 5-6 000 euros par mois, vous allez pouvoir tomber à du 4 000 euros par mois de chômage. Vous allez pouvoir encaisser ces 4 000 euros par mois. Vous allez pouvoir créer une SASU, donc une société. Vous allez créer une boîte en fait qui va vous permettre de faire du freelance et de vous lancer en freelance ou de lancer votre agence, etc. Donc en plus de votre chômage donc de 4 000 euros par mois, vous allez pouvoir encaisser ces 20 000 euros par mois facturés. Et là, même en 2-3 mois, c'est bon en réalité. Vous allez voir une banque, vous allez dire voilà où j'en suis, voilà ce que je fais, voilà combien je gagne. Et en fait, vu que les montants sont conséquents, la banque va vous accompagner. Vous n'avez pas besoin d'attendre les fameux 2 voire 3 ans pour pouvoir faire une opération. Donc ça peut aller très vite, surtout que vous avez beaucoup de trésorerie, donc on peut avancer assez vite dessus. Pour répondre à la question, est-ce que c'est toujours possible d'emprunter à fond aujourd'hui en France 400-600 000 euros ? Oui, en fait, il y a plein de techniques. Donc il y a des bons partenaires, il y a des banques déjà qui vous permettent de faire ça, mais elles sont assez chères.
elles sont généralement 1-2% plus chères qu'une banque classique. Alors là, il faut des opérations vraiment rentables. Sinon, vous avez plein de techniques qui vous permettent d'emprunter à fond. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais. Donc, n'hésitez pas à venir prendre un call juste en dessous et vous venez avec moi. Il y a des techniques qui ne sont accessibles, par exemple, qu'en France et pas en Espagne. On a encore aujourd'hui une fenêtre de tir pour aller chercher beaucoup de dettes et pour pouvoir avancer. Petit rappel pour ceux que ça intéresse. Si vous voulez un ordre d'idée, si vous voulez avoir 1 500 € par mois, il faut qu'on investisse 450 000 €. Si vous voulez avoir du 4 000 € par mois, il faut qu'on investisse 1,2 million. Si vous voulez avoir du 8 000 € par mois, il faut qu'on investisse 2,4 millions. Votre objectif, comme d'habitude, c'est de savoir trouver des opérations qui fonctionnent. Donc, ne pas acheter n'importe quoi en immobilier. Trouver un truc qui fonctionne, qui vous fait du cash flow, qui vous fait du patrimoine. Donc, ça, c'est bien. Premier élément. Deuxième élément, une fois que vous savez trouver les choses, que vous faites une première opération, de vous dire, OK, est-ce que je suis OK d'en faire plusieurs? Est-ce que vous êtes OK de multiplier les OP? Une fois qu'on se dit que vous êtes accro, que vous dites, OK, c'est l'IMO, c'est bien, on continue. Et là, à partir d'une opération, finalement, on va la répliquer 5-10 fois pour arriver, du coup, si vous avez une opération à 200 000 €, on va en faire 2. Comme ça, vous allez arriver à 1 500 € de cash flow. Et après, on peut en faire 10. Si on en fait 10, vous arrivez à 8 000 € de cash flow par mois, ce qui veut dire que vous allez gagner en plus 8 000 € de patrimoine par mois. Grosso modo, donc vous êtes à du 16 000 € par mois. Donc ça, c'est un peu l'objectif, c'est ce que je fais avec vous. On passe tout de suite à la deuxième question. Mon objectif, 5 000 € par mois de cash flow d'ici 5 ans. Quelle est la répartition idéale IMO, locatif plus SCPI plus ETF pour y arriver sans trop de risques? Alors, très bonne question. Très compliqué de répondre à cette question. Pourquoi? Parce que, il y a sans prendre trop de risques, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, il faut qualifier ce que c'est le risque. Et d'ici 5 ans. Moi, ce que je ferais... Alors, en tout cas, en fonction de votre là, on a un objectif de 2 à 5 000 € par mois de cash flow passif. Ça dépend de votre situation de base. Donc, si aujourd'hui, en fait, vous avez déjà beaucoup de cash de côté, donc disons que vous voulez du 5 000 € par mois, on va faire un calcul rapide. 5 000 € par mois, disons que les marchés, donc quand je parle des marchés, ça va être les marchés mondiaux, donc l'ETF Monde qui représente 2500 actions, voire le S&P 500 qui représente des boîtes américaines dans la tech. Ce qu'on va se dire, principalement dans la tech, c'est 5 000 € par mois à l'année. Hop, ça fait du 60 000 €. Et disons qu'on fait une perf en bourse à peu près de 7% par an. Donc là, ça veut dire qu'il faut qu'on investisse en tout 857 000 €. Donc ça dépend de où vous en êtes. Si vous avez déjà 857 000 €, là, il y a quand même une question de répartir son cash. Mais moi, ce que je ferais, grosso modo, avec 857 000 €, je mettrais tout full bourse. Et une fois que j'aurai mis tout l'argent en bourse, donc pourquoi pas ETF Monde, pourquoi pas S&P 500, je sais déjà que je vais avoir mes 2 à 5 000 € par mois. Et en plus de ça, après, je vais leverager, donc je vais faire un emprunt dessus, je vais faire un crédit lombard pour augmenter. Donc je récupère à peu près le même montant, voire 600 000 €. Et ces 600 000 € là, je vais les réutiliser pour me diversifier pour quelque chose qui est beaucoup plus stable. Parce que la bourse, qu'on se le rappelle, ça dépend de ce que vous faites, mais vous pouvez avoir des variations à peu près de 40%. Donc si demain on a une crise, ça peut chuter de 40%. Donc vous, votre objectif, c'est de vous assurer. Donc si ça chute de 40%, vous allez vous retrouver, juste pour qu'on ait un cas concret, là vous avez, disons, 857 000 € en bourse. Si ça chute de 40%, il va vous rester 500 000 € à peu près. Et sur les 500 000 €, hop, si on fait un calcul, bam, 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 il va vous rester par mois 3 000 €. Donc là, vous êtes encore dans votre gamme, mais vous avez quand même pas mal chuté. Donc moi, ce que je ferais, c'est qu'après, j'irai effectivement, je réutiliserai donc un crédit sur l'argent que j'ai en bourse et cet argent supplémentaire, je le placerai dans de l'IMO pour avoir quelque chose d'autre et je le placerai, pourquoi pas, après ça dépend de votre version au risque, mais je le placerai sur, pourquoi pas du off-plan, plutôt en Géorgie, je testerai, là j'ai fait un épisode de podcast dessus, et je placerai ça dans IMO et je pense, pourquoi pas de l'or, voire des obligations pour avoir d'autres types d'assets. Donc, en tout cas, d'ici 5 ans, si vous voulez avoir du 2000 à 5000 et que vous commencez avec déjà de l'argent, moi je ferai ça. Si vous voulez, vous commencez avec 0 aujourd'hui. Ah oui, alors si vous avez de l'argent, est-ce que les SCPI, ça peut être intéressant? Pourquoi pas? Pour tout le monde, les SCPI, c'est des enveloppes où vous confiez votre argent pour que ce soit investi dans de l'IMO. Attention aux frais d'entrée. Pour y aller, en fait, les SCPI, elles font entre 4 à 6% par an. Attention avant impôt. Donc là, il faut finalement avoir beaucoup d'argent pour pouvoir profiter des SCPI directement. J'utiliserai, quoi qu'il arrive, mon argent, si je retourne dans l'IMO,
comme d'habitude, dans l'IMO locatif, je ferai de la dette à fond. Donc là, je créerai, dans ce cas précis, je mettrai une somme d'argent, donc 20% pour une SCI LIS. Si j'arrive à négocier mieux, je ferai mieux. Donc par exemple, si je récupère 600 000 euros, pour donner un ordre d'idée, je fais ça, et ça dépend en fait du temps aussi que vous voulez allouer finalement à vos investissements. Donc si je récupère à peu près 60%, voilà, 60% des 857 000 que j'ai investi, c'est 500 000 euros. Avec ça, si je mets ça dans des SCI, hop, je peux remonter jusqu'à 2,5 millions de dettes. Donc là, c'est 20% d'apport si je fais ce cas-là. Et c'est 2,5 millions de dettes. Donc ça dépend comment on fonctionne. Si on fait des investissements qui sont très rentables, donc là, c'est par exemple, moi, ce que je fais, grosso modo, vous allez réussir à faire du 4% de cash flow là-dessus. Ce qui veut dire que là, donc sur du 2,5 millions, vous avez réussi à faire du 8 500 euros par mois de cash flow. Alors attention, parce que ces deals qui sont à du 4% de cash flow par mois vont quand même vous demander du temps. Donc si votre question c'est d'être totalement tranquille, donc par exemple si vous mettez 857 000 euros en bourse, ça tourne tout seul. Bon, vous allez devoir survivre aux aléas du marché et subir. Mais quand vous faites de l'IMO, par exemple des immeubles, des colocs, etc., généralement ça vous demande un peu de temps et ça augmente de la charge mentale. Donc ça dépend aussi de quel est votre impact de charge mentale. Donc il y a quand même plusieurs critères dessus. En réalité, si vous voulez aujourd'hui vous commencer, d'ici 5 ans, vous voulez avoir 2 à 5 000 euros, vous n'avez pas grand-chose aujourd'hui, peut-être 10 000 euros, peut-être 20 000 euros. Vous n'avez pas trop le choix. La bourse, ça ne marchera pas. Les SCPI, ça ne marchera pas. Il faut aller à fond. Donc, soit sur l'investissement locatif et vous y allez et on cartonne ça. Soit vous allez vous allez devoir faire plus de cash. Donc, pourquoi pas créer ou reprendre une boîte. Donc, créer une boîte, là, aujourd'hui, vous pouvez devenir... pourquoi pas influenceur LinkedIn, c'est ce que je fais aussi. Vous pouvez monter à du 10, 20, 30, 50 000 euros par mois. Comme ça, une fois que vous êtes à ça, vous faites du 500 000 à l'année. Là, c'est un autre skill à réaliser. Mais si vous faites du 500 000 euros, voire du 1 million à l'année, là, ce qui est pas mal, c'est qu'en 5 ans, vous allez largement avoir assez de pouvoir tout placer en bourse et finalement pouvoir continuer. Après, pensez quand même... Ça dépend parce qu'on ne connaît pas l'avenir, mais avoir des stratégies diversifiées. L'objectif à un moment, au début, vous êtes obligé de prendre beaucoup de risques. Beaucoup de risques, c'est-à-dire y aller à fond et mettre tous les œufs dans le même panier. Au bout d'un moment, ce que vous allez pouvoir faire, c'est diversifier simplement vos sources de revenus. Votre objectif, c'est de vous réveiller. En fait, l'objectif d'un investisseur à un moment, c'est d'avoir des bonnes nouvelles tous les jours. Vous, ce que vous voulez, c'est, disons que le marché, là, en bourse, avec l'IA, je ne sais pas quoi, ça crache de 20%. Disons que ça crache de 20%, on a une vraie crise en bourse. Vous, il faut que vous puissiez avoir votre IMO à côté qui tourne, qui peut-être a craché un peu sur le papier, mais surtout qui continue à vous verser des revenus constants. Donc vous, votre objectif, c'est que tous les jours, que vous ayez une news un peu positive, et c'est ça la diversification, grosso modo, et c'est pouvoir vous assurer d'avoir de l'argent qui vient et de ne pas être dépendant, et surtout de ne pas devoir revendre à des mauvais moments, quoi. Ce que je veux dire, c'est par exemple là aujourd'hui, la bourse elle crache. Ok, la bourse elle crache, vous étiez à 857, vous tombez à 500 000 euros de valeur. Là, l'enjeu, c'est que vous avez besoin de vivre. Donc, normalement, quand ça crache comme ça, si vous avez besoin de vivre de votre argent en bourse, vous allez consommer les dividendes ou potentiellement consommer en plus du capital. Là, ça, c'est un gros problème. Pourquoi ? Parce qu'une fois que ça a craché, ça va remonter, mais il va falloir qu'on garde du capital pour bien remonter. Donc bon, il y a ça. Après, c'est pas dramatique. Alors, on continue. Question 3. Coast Fire ou Barista Fire, c'est vraiment la nouvelle norme en France post-réforme des retraites. Combien de capital faut-il pour avoir 1 500 à 3 000 euros par mois sans bosser full-time ? Alors, Coast Fire et Barista Fire, ça, c'est en gros, vous arrivez... donc, le Barista Fire, c'est dans le nom. Vous allez garder un job, mais un job un peu sympa. Donc, grosso modo, vous allez être serveur dans un café que vous kiffez. Vous allez faire un job, pourquoi pas dans une association, etc. Où vous allez pouvoir accéder du coup au système global français, donc là en l'occurrence pour la France ou même à l'étranger. Ça vous permet d'avoir votre assurance santé, la sécurité sociale, etc. Et ça vous permettre aussi d'avoir une dimension sociale, parce que quand on se lance alors dans le FIRE, c'est quasiment comme dans l'entrepreneuriat, vous allez vous retrouver sacrément seul à un moment, parce que vous n'avez pas forcément de contact avec des collègues, etc. Sorti un peu du système. Donc ça vous permet d'apporter quelque chose chez vous et aussi d'avoir un rythme de vie, et ça dépend des personnes, mais certaines personnes, enfin on a tous besoin d'avoir un rythme de vie, mais il y a des personnes qui sont plus structurées que d'autres. Du coup la question c'est combien il faut d'investir pour avoir du 1 500 à 3 000 euros par mois.
Donc là, ça dépend des risques que vous prenez. Globalement, la méthode, il faut faire attention aussi à ces montants-là parce que nous, ce qu'on va devoir faire, c'est calculer un montant qui ne va pas être grandement impacté par de l'inflation. Donc il faut faire attention. Donc l'inflation, c'est l'évolution des prix du quotidien. Donc un jour, votre baguette, elle vaut 1 euro et le lendemain, elle vaut 2 euros. Donc là, c'est un peu chaud en termes d'inflation. Il y a des pays qui ont plus ou moins différentes inflations aussi. Donc ça dépend aussi du pays dans lequel vous êtes. La méthode classique FIRE des années 90 qui, grosso modo, s'applique toujours. En fait, aujourd'hui, les gens, ils font quoi comme calcul ? Ils font du 3%, 4% et ceux qui sont un peu bullish, ils sont sur du 7% et on peut carrément aller sur du 10%. Donc là, sur du 1 500 euros par mois, si on prend le pire des cas à 3%, donc 1 500 par mois, ça fait 18 000 à l'année. 18 000 pour toucher ça à 3%, il faut avoir investi, alors il faudrait mieux que je mette des pourcentages, ce serait mieux, 600 000 euros. Donc si vous avez 600 000 euros minimum, c'est 600 000 euros dans le cas où vous avez du 3% pour 2 500 euros par mois, ça passe. Si par contre, vous êtes dans un cas où vous êtes à du 10% par an, donc le 10% par an, c'est le TF Monde moyenne des dernières années. Attention, l'année dernière, il n'a pas fait 10%. Là, vous allez être largement moins. Il vous faut du 18 000, ça va faire du 180. Hop, ça va faire du 180 000 euros investis. Bon, grosso modo, ça dépend, vous, de votre... En fait, généralement, vous allez vous réveiller le moment où vous n'avez plus besoin de réellement bosser. Donc, si vous faites ça, ça dépend, vous, de votre conception de la vie et de comment vous vivez les jobs que vous avez, etc. Il y a plusieurs phases dans la vie. Généralement, il y a une phase un peu d'ambition au début. On a envie de prouver. On est un peu passionné. On se dit qu'on va trouver, on va avoir la vie qu'on veut, etc., etc. Après, il y a une deuxième phase où on se rend compte que c'est dur. Donc, peut-être vers 27, 28, 30 ans, 33 ans, 34 ans, on se rend compte qu'en fait, c'est d'être parmi ces jobs qui sont bien rémunérés, c'est un peu dur. Et puis, il y a de la pression tous les jours. Je discutais avec pas mal de gars de chez Salesforce et Spotify dans mes trainings. Donc, c'est des gars qui peuvent gagner du 200, 300, 400 000 euros à l'année, qui sont sales. Et ils me disaient l'autre jour que lorsqu'une personne quitte, par exemple, Spotify, il y a 90% des gens qui vont faire un break d'1 ou 2 mois, question de souffler un peu parce que la pression est assez conséquente. Ça dépend des jobs que vous avez. Vous avez des jobs où vous pouvez très bien gagner et être relax à des 300 000 euros par an. Et il y a des jobs où, logiquement, en fait, on va vous demander beaucoup. Je crois que j'ai vu... Alors, à mon avis, je pense que c'est le CEO d'Anthropic qui expliquait, alors à vérifier, que je vous dise pas des fake news, mais en tout cas, je trouvais un truc assez intéressant. Lui, ce qu'il disait, c'est « Ok, nous, quand on recrute un mec et qu'on paye 100 000 $ à l'année, on veut qu'il nous rapporte 20 fois ça, donc 2 millions de dollars. » Il faut garder ces chiffres-là. D'ailleurs, c'est, à mon avis, ce qu'il commence à raconter aujourd'hui, ça va devenir la nouvelle norme, indirectement avec l'IA, etc. C'est-à-dire que quand vous bossez dans une boîte, généralement, alors en France, c'était pas forcément du 20 fois. C'est un mec qui était à 100 000, il fallait qu'il rapporte 1 million à peu près, moi, de ce que je me rappelle quand je faisais ça, quand je recrutais des gars pour ça. Là, il faut se rendre compte qu'on a grosso modo cette notion de production et cette notion de productivité. Donc, plus vous allez augmenter, donc moi je vous le dis clairement, c'est factuellement possible et moi je le vois tous les jours des gens qui ont ces jobs-là. Il faut comprendre là où vous êtes excessivement bon et surtout là où vous générez de la vraie valeur pour des personnes. La valeur financière et pécuniaire, c'est la plus facile à expliquer. Après, il y a les autres types de valeurs que vous pouvez apporter. Donc, en fonction de qui vous êtes, si vous pensez, par exemple, à un artiste qui va faire de l'émotion, si vous pensez à quelqu'un qui rassure dans les boîtes, ça peut fonctionner aussi. Donc, il faut trouver quelque chose comme ça. Bref, donc là, il faut du 600 000 minimum. Si on est dans les 3 000 euros, hop, 3 000 euros, si on fait le cas le pire, x 12, 36 000 divisé par 3%, on arrive sur du 1,2 million. Donc, il faut viser les 600 000 à 1,2 million. Quand vous commencez avec la bourse, ça va être compliqué pour la majorité d'entre nous. Du coup, on est obligé de passer par les autres cases. Moi, ce que je vous encourage assez vite, c'est de mettre en place la bourse et de vous rendre compte où est-ce que la bourse va vous emmener. Et après, de se rendre compte, le même principe que j'ai effectué moi, soit que c'est un peu limité et vous dire comment je peux faire. Enfin, vous savez quand vous allez y arriver en fonction de votre objectif. Et après, vous dites, OK, comment je peux faire pour aller plus vite ? Et là, on retombe toujours sur deux trucs, l'IMO et le business. Et de vous dire, OK, comment je fais ? Est-ce qu'il y a un truc dans le business ? Et là, il faut y aller à fond. Et moi, je vous encourage simplement à venir avec des gens qui font ça toute la journée, à les écouter. Vous avez plein de choses à apprendre, vous avez plein d'erreurs à faire, mais il faut éviter, faut aller faire un fast track. En fait, c'est très dur. Alors, ça dépend pour qui, hein. Mais c'est très dur tout seul. En fait, vous avez
C'est pareil dans l'IMO, vous avez un certain nombre de compétences à acquérir et un certain nombre d'erreurs à faire. Et en fait, le mieux, c'est si vous arrivez à être dans une phase où vous comprenez bien, vous y tirez très vite sans faire ces erreurs-là, ça peut être mieux. Parce que la plupart des personnes, finalement, baissent les bras sur l'entrepreneuriat parce que le nombre de difficultés à surmonter pour y arriver, c'est trop important. Et une fois qu'ils y sont, en fait, ils n'arrivent pas à s'endurcir assez pour rester assez longtemps. Et ça, si vous êtes bien entouré, ça vous permet d'aller plus vite et de y arriver pour la plupart d'entre vous. C'est exactement pareil dans l'immobilier. Quatrième question. Règle des 4% safe withdrawal rate, toujours valable en France 2026 avec inflation actuelle plus fiscalité. On redescend à du 3,5% pour être tranquille. Alors, on va déjà clarifier ce que c'est. Donc, la règle des 4%, c'est ce dont je vous parlais juste avant. C'est une étude des années 90 qui donne grosso modo combien on peut obtenir d'un capital investi. Voilà, c'est l'étude Trinity de 98 avec Bill Bengen. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, cette règle, elle a été effectuée sur des données de 1926 à 1995 et avec un portefeuille qui était 50 à 75% actions et le reste obligations. Ça a évolué aujourd'hui. Alors, il faudrait refaire les calculs. Je pense qu'en fonction des moments de quand on pourrait refaire des calculs pour voir à quel point c'est pertinent. Pourquoi ? Parce que les obligations, en fonction des moments, donc les obligations, c'est les États qui veulent emprunter. On va avoir des obligations qui vont être à 1% et des obligations qui peuvent aller à plus de 10%. Ça dépend de quel pays on est. Là, on reste sur globalement les obligations américaines. En fait, on a un range, c'est-à-dire qu'on a un changement des rendements des obligations en fonction du contexte macroéconomique et du contexte du pays. Et la même chose sur les actions, on a un changement de rendement qui est dans le temps. Et en fait, l'enjeu qu'on a aujourd'hui, c'est de se dire deux choses. Avant, il y avait cette règle de répartition entre 50-75% actions et le reste obligations. Là, aujourd'hui, ces dernières années, finalement, ceux qui sont FIRE, ils vont souvent squeezer la partie obligation qui n'a pas des rendements assez intéressants et va être en 100% actions. Donc déjà, cette règle des 4%, en fait, pour garantir ces 4%, on l'a fait un peu évoluer. On allait sur quelque chose de plus risqué indirectement. Les obligations sont censées être moins risquées. Et on allait sur plus d'actions pour pouvoir garantir ces 4%, voire plus. Dans cette règle des 4%, il y avait déjà prise en compte d'une certaine inflation. Je crois que c'est 3% par an dans cette règle des 4%. Donc en réalité, on était à 4, 5, 6, 7. On était à 7% par an de performance du portefeuille. Est-ce qu'aujourd'hui ça marche toujours ou est-ce qu'il faut donc en fait ce qu'on a c'est par exemple vous avez 100 000 euros, vous avez 1 million d'euros placés, vous allez avoir une performance chaque année de ce million placé, généralement net de 4%, donc vous allez avoir 40 000 euros de dividendes générés par ce million, de dividendes, et du coup vous allez pouvoir avoir vos 40 000 euros à l'année. Alors là l'enjeu qu'on a aujourd'hui, on a une évolution, vous l'avez peut-être vu, de la fiscalité. Donc, on veut augmenter la fiscalité. Généralement, la plupart d'entre nous, on est sur du PFU, prélèvement forfaitaire unique. Et du coup, on va l'augmenter d'1%. On va avoir une inflation qui risque d'augmenter et du coup être au-dessus des 3%. Donc, dans l'idée, c'est de se dire, est-ce que ces 4% marchent toujours ou est-ce qu'on doit descendre du 3% ou 3,5%. La problématique, c'est déjà quels sont qu'est-ce qu'on compare, quoi. Parce que moi, quand je parle de la règle des 4%, je suis déjà beaucoup plus bullish, je suis beaucoup plus sur des actions, j'ai pas d'obligations. Donc, je suis déjà dans un cas particulier. Donc, est-ce qu'on parle de cette règle initiale ? Si on parle de cette règle initiale, je pense qu'il faut... Je pense que, elle marche moins, mais à vérifier. Il faudrait que je refasse les calculs aujourd'hui. Par contre, de l'autre côté, c'est si on la fait évoluer, oui, on peut toujours avoir ces 4%. Après, il faut voir jusqu'où on l'a fait évoluer. J'ai vu un truc qui était aussi intéressant, je vais vous le partager. Moi, je suis assez dans la perf parce qu'en fait, quand vous voulez commencer et que vous avez un objectif FIRE. Donc, si votre objectif FIRE, encore une fois, ça va être pourquoi pas du 5 ou pourquoi pas soyez ambitieux, du 10 000 euros par mois. Si vous avez 10 000 euros par mois d'objectif FIRE, 10 000 euros x 12, ça vous fait du 120 000. Divisé par 4%, si on se dit qu'on fait du 4%, rappelez-vous, sur l'immobilier, on peut faire du 4% de cash flow. Donc attention, le cash flow, ce n'est pas exactement net, mais bon. Vous arrivez à... Alors, excusez-moi. Vous arrivez à 3 millions d'invest. Vous arrivez à 3 millions d'invest. Pour arriver à ces 3 millions d'invest, quand vous n'avez rien,
il faut forcément aller prendre des risques. C'est-à-dire il faut forcément passer par la case, vous faites beaucoup d'IMO, là, vous achetez, pourquoi pas, vous faites des colocs à 300 000 balles, vous en faites 10, vous faites des immeubles à 1 million, vous en faites 3, vous créez une boîte, vous la revendez, ou vous allez faire du solopreneur à 500, à 1 million à l'année, et vous essayez de mettre au moins 250 000 de côté pour avancer assez vite. La problématique qu'on a, c'est que quand on est dans cette dynamique-là, on a un enjeu de création de patrimoine rapide. Et cette création du patrimoine va mener, c'est pas que de l'investissement directement, enfin c'est un truc où vous allez être hands-on, quoi. Vous allez être dedans. Quand on est dans cette logique-là, on est habitué à prendre du risque. La problématique quand on commence à avoir beaucoup de capital, ça va être de changer de stratégie, d'avoir une stratégie beaucoup plus protéger son capital. Parce que si demain vous perdez 50% de votre capital, donc disons que vous connaissez une crise, vous allez sur des investissements où potentiellement vous pouvez avoir des grosses pertes. Alors ça peut être le cas sur des investissements risqués. Par exemple là en ce moment, je regarde pas mal le off-plan à Dubaï. Le off-plan à Dubaï, donc vous achetez, vous financez en fait la construction d'un appartement dans une tour par exemple que vous allez chercher à revendre. Vous allez potentiellement mettre peu d'argent pour pouvoir le revendre, mais vous pouvez faire des grosses pertes. Ça peut très bien marcher, vous pouvez faire du 50 à même du 100% en quelques mois. Ou sinon, vous pouvez carrément perdre du 20%, voire 50%, voire même plus de ce que vous avez investi. La problématique, c'est que quand vous perdez de l'argent, si vous perdez 50%, vous avez 100, vous perdez 50%, il vous reste 50 000. Si maintenant vous voulez remonter, à 100 000, il faut faire du 100% de croissance. Du coup, du 100% de croissance, il faut y aller. Et quand vous touchez du coup ces zones très risquées, les gens vont chercher plutôt à protéger leur capital pour perdre moins et avoir une croissance plus stable dans le temps, ce qui sera beaucoup plus facile que s'ils prennent des risques et qui risquent de devoir du coup après prendre plus de risques pour remonter. Donc cette règle des 4% de version initiale à vérifier les calculs, je pense qu'aujourd'hui c'est un peu dur, mais en évolution ça fonctionne. 5. Comment calculer mon FIRE number réaliste en 2026 si je vise une retraite à 40-45 ans? Exemple concret avec vie à 2 000 € par mois, 3 000 € par mois, 5 000 € par mois. Alors du coup, ce FIRE number, encore une fois, c'est le montant qu'il faut avoir investi de côté. Grosso modo, on peut, là j'ai déjà fait plusieurs fois les calculs, je peux les refaire avec vous, mais en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les 2 000 € par mois, on les multiplie par 12, donc ça fait 24 000 et on divise par 4% si c'est l'objectif que vous allez demander à votre patrimoine. Net d'inflation. L'objectif, c'est que ce soit net d'inflation, c'est 4%. Donc ça fait 600 000 €. On peut faire la même chose pour... Donc ces 600 000 €, ce qui est bien, c'est qu'en IMO, si vous êtes au taquet en France, en tout cas, moi je fais du 4% de cash flow, donc ça revient à la même chose. Donc je peux vous emmener à faire 600 000 € d'invest. En fonction de votre profil et d'où vous en êtes, on peut faire ça en 1-2 ans. Donc en 2 ans, on peut plier le game. Voilà. Ce qu'il faut vous dire aussi, c'est qu'on n'est pas obligé de passer une vie à épargner tous les mois à mettre en bourse pour que ça avance. On peut aller beaucoup plus vite. Pour les 3 000 €, du coup, ça fait du 900 000 €. Et pour la dernière fin de la question, c'est 5 000 € par mois. 5 000 € par mois, ça fait du 1,5 million. Donc voilà comment on calcule son FIRE number avec du 4%. Le 4%, moi, je trouve ça vraiment pas mal comme objectif. Si vous avez envie de vous motiver, vous pouvez mettre du 10%, ce que fait à peu près la bourse ces 10 dernières années. Mais attention, le 10% est quand même très agressif. Et attention à l'inflation et au changement. SCPI Pana-Européenne versus SCPI France pure. Laquelle choisir en 2026 pour du cash flow stable et défiscalisé? Pinel, Malraux, etc. Alors cette question-là, j'en ferai plutôt un épisode détaillé. Là aujourd'hui, je ne suis pas l'expert des SCPI. Je pense que... alors il y avait pendant pas mal de temps, en fait il y a pas mal de sous-sujets sur les SCPI. Donc est-ce que déjà vous faites de la pleine propriété, nue propriété, puis après la fiscalité en fonction de si vous avez des SCPI européennes en dehors de France ou françaises. Et après sur quel exactement secteur sont les SCPI. Je pense que oui, il y a une question géographique et après il y a une question des assets dans lesquels vous investissez. Par exemple, si vous avez des SCPI qui sont grandement bureaux et qui ont fait beaucoup de bureaux défense, là aujourd'hui je pense que c'est un peu la cata. Il y a eu pas mal de grosses chutes des SCPI. Moi je pense sincèrement que les SCPI pendant un très grand nombre d'années, il y a un système qui a été fait qui était censé pouvoir valoriser les actifs des SCPI mais qui était largement survalorisé pour faire une augmentation fictive des parts de SCPI parce que en ayant étudié le sujet, grosso modo, pour faire simple, dès que vous faites un nouvel investissement, par rapport à l'investissement que vous proposez, le marché est enclin à investir à un certain rendement. Voilà, ce qui est tout à fait normal. Vous, c'est pareil. Vous avez, en regardant un peu ce qui est accessible en face de vous, vous allez essayer de faire une dimension un peu risque et return et rendement. Vous allez vous dire que l'immobilier, grosso modo, c'est plus safe, ce qui est globalement
plus vrai, parce que l'immobilier a des variations plus lentes dans l'ensemble. Puis si on prend les chiffres des dernières années, grosso modo, ça va. Et après, vous allez vous dire, OK, donc dans l'immobilier, dans une SCPI, vous allez comparer ce qu'on vous propose. Donc la plupart, c'est entre 4 et 6%. S'il y en a une qui commence aujourd'hui avec des petits jeunes qui vous disent que ça marche vachement bien et qui vous font du 7% par an, tout le monde va aller dans la SCPI à 7%. La majorité des SCPI, ce qu'elles veulent, c'est monter à du 400 millions. Alors à l'époque, c'était 400 millions. C'était 400 millions d'encours pour avoir assez d'argent qui fonctionne pour eux se payer l'entreprise de gestion et que ce soit un projet viable. En dessous de 400 millions, grosso modo, les SCPI, ça sert à rien d'en faire une. Et ce que vont faire les mecs, c'est qu'en fait, ils vont s'assurer de afficher des chiffres, mais un peu comme les entreprises cotées. Ils vont s'assurer d'afficher des chiffres pour que ce soit intéressant pour vous, que ça continue d'être intéressant. Pour ça, ils ont besoin de montrer déjà la première année qu'ils font une super perf. Donc là, ils vont utiliser plein de techniques pour faire de la super perf. Donc, ils vont récupérer plus de cash qu'ils ne vont pas investir. Donc, en gros, par exemple, si vous faites du 10% annuel, vous investissez 10 000 euros, vous faites 10% sur l'année, vous faites 1 000 euros. Ce qu'ils vont faire, ils vont palper de l'argent et ils vont faire 10% en un mois, finalement. Quand vous faites du 10% sur un mois, voilà, sur l'année, vous allez vous retrouver avec une perf démentielle. Et du coup, ce que vont faire les personnes, elles vont avoir du cash accessible qu'elles vont investir sur un instant beaucoup plus court que ce qui est réel et vous dire que ça marche mieux. Elles vont sous-estimer les travaux qui seront réalisés plus tard, en gros pour vous loquer dans les SCPI. Une fois que vous êtes loqué, que vous avez fait vos 7% pendant 3-4 ans, là, on va vous dire, ah bah tiens, en fait, là aujourd'hui, il y a des nouvelles normes, il faut faire des travaux, faire des machins, je sais pas quoi. Et du coup, là, vous allez vous retrouver avec une SCPI qui chute en performance et qui potentiellement chute en prix. Et là, vous êtes bloqué, vous avez donné, puis eux, ils sont arrivés à leur objectif, quoi. Location meublée LMNP en 2026, toujours rentable avec la réforme amortissement et les nouvelles règles fiscales où c'est mort pour du cash flow élevé. Alors, je pense qu'il y a deux choses à distinguer. Donc, pour ceux qui ont suivi 2026 LMNP, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est simplement... Donc, comment fonctionne le LMNP ? Vous allez acheter un appartement, par exemple 100 000 euros, et vous allez le louer, pourquoi pas, 1 000 euros par mois. Vous avez un superbe invest. Ce qu'on faisait avant, c'est que ces 100 000 euros, on avait la capacité de les amortir. La problématique, quand on fait de l'immobilier, c'est l'impôt, en grande partie. Et il y a deux types d'impôts. Enfin, il y a deux gros types d'impôts. Il y a un impôt pendant la détention, de catégorie. Un impôt pendant la détention, et après, il y a un impôt lorsqu'on vend le bien. Par exemple, si vous encaissez du 1 000 euros par mois et que vous avez du 300 euros, enfin plutôt 500 euros de charges éligibles. Donc, les charges éligibles, lorsque vous allez faire du LMNP, ça va être les charges de l'immeuble, le chauffage... Si potentiellement vous faites des colocations, peut-être Internet. Vous avez 500 euros par mois. Donc là, vous avez vos loyers 1 000 euros, vous avez, charges comprises, vous avez vos 500 euros de charges. Il va vous rester du coup, en cash flow avant impôt, il va vous rester 500 euros par mois. Et là, la vraie question, c'est de vous dire, OK, combien je paye d'impôts dessus ? Et là, généralement, on va avoir sur ces 500 euros par mois, on va non seulement avoir les prélèvements sociaux, donc à vérifier avec les nouveaux chiffres, mais de 17,2%. Donc là, ça fait 86 euros. Et en plus, sur ces 500 euros, on va avoir notre TMI, votre taux marginal d'imposition, qui pour la plupart d'entre vous est à 30% aujourd'hui. Donc là, ça va vous faire en imposition 236 euros. Donc il va vous rester sur les 500 euros à la fin 264 euros de cash flow. Et ça, c'est embêtant. L'enjeu du LMNP, c'est que nous, on avait une charge supplémentaire qui est purement comptable qui s'additionnait, qui était l'amortissement. L'amortissement, comment ça marche ? C'est on prend un bien et on dit que le bien va perdre de la valeur dans le temps. Sur les biens immobiliers, on va pouvoir prendre 80% du bien immobilier, donc 80 000 euros dans notre cas, parce que le bien immobilier vaut 100 000. Sur les 80 000 euros, on va pouvoir amortir, grosso modo... donc il y a différents, en fait, avec votre comptable, il y a un tableau d'amortissement où il y a différentes catégories. Donc il va y avoir la toiture, il va y avoir le gros œuvre, il va y avoir les finitions, etc., etc. Pour faire simple, il y a une grande partie qui va être amortie sur 10 ans. Sur 10 ans, il y a au moins 50% qui va être amorti sur 10 ans. Donc sur 80 000 euros, on va faire x 50% et on va l'amortir sur 10 ans. C'est-à-dire que pendant 10 ans, on va dire qu'il y a une valeur qui est perdue. Donc sur 80 000 euros, en 10 ans, on va perdre 40 000 euros de valeur. C'est 40 000 euros de valeur divisé par 10 ans, ça fait du 4 000 euros par an. Et du 4 000 euros par an divisé par 12, ça vous fait du 333 euros par mois de perte de valeur du bien. Et là, ça arrive en charge. Donc avant, vous vous rappelez, on avait 1 000 euros, on avait 500 euros de charge réelle, entre guillemets, d'exploitation. Et là, on va rajouter du 300 euros de charge.
333. D'un point de vue comptable, on se débrouille toujours en fait pour pas trop mettre de charges. Enfin, il y a toujours un peu de subtilité. C'est un peu flexible sur ces chiffres-là. Du coup, là, finalement, au lieu d'avoir que 500 € de charge, on va avoir directement 800 € de charge. On va mettre 333. Hop là. On va avoir 833 € de charge. Ce qui fait que de nos 1000 €, finalement, il n'y a que 167 € qui sont par mois, qui sont éligibles aux impôts. Et du coup, sur ces 167, on a encore une fois les 17,2 de prélèvements sociaux, donc 28 € par mois. Et après, on a la TMI x 30%, donc 50 €. Donc, on va passer, finalement, on aura un impôt par mois total de 78 €. Donc, à la place d'avoir 236 € d'impôt, on aura du 78 € d'impôt par mois. Donc là, ça nous permettait tous les mois d'avoir moins d'impôts à payer. Ce truc-là, ce système-là existe toujours aujourd'hui. Donc il existe toujours, donc on a toujours cette faculté de payer moins d'impôts quand on avance dans le temps. La problématique, c'est la réintégration en version finale des amortissements. Avant, ce qu'on avait, c'est que quand on revendait le bien, donc là, on l'avait acheté 100 000 €, si on le revendait 100 000, il n'y avait pas de plus-value. Donc on l'avait vendu, voilà. Aujourd'hui, la problématique, c'est que si on a amorti, disons, 80% du bien, donc on aura amorti 80 000 €. À la fin, quand on va le revendre 100 000 €, on aura une plus-value, hop, on aura amorti 80 000. Donc on aura si on le revend, donc il nous restera en fait la valeur du bien sera de 20 000 € à la fin. Et du coup, on le revend 100 000, et ben on aura une plus-value de 80 000 € et là, il faudra payer l'impôt sur la plus-value. Donc ça, c'est embêtant. C'est comme d'habitude, hein, pour ceux qui découvrent aujourd'hui le podcast, qui n'ont pas forcément fait beaucoup d'investissements, les impôts, c'est toujours la même chose. Alors vraiment toujours. On crée un impôt qui est censé être faible et on dit qu'il va disparaître, mais il ne disparaît jamais. Et il augmente. Comme la CSG-CRDS, donc les prélèvements sociaux là, qui sont à 17,2, je crois qu'au début c'était 1%. C'était entre 1 et 3%, c'était censé durer une année, puis maintenant on est à 20% presque. Et autre élément, on fait toujours, alors vous ne faites pas avoir, l'État fait toujours des niches fiscales pour que tout le monde y aille, pour après vous bloquer dans la niche fiscale et vous tabasser derrière. Donc toujours le même mécanisme. Ça fait, je sais pas, moi depuis 30 ans que je regarde ces trucs-là, c'est toujours la même chose. Que ce soit le Pinel, c'est pareil. On vous fait rentrer dans des dispositifs pour après vous être dans la merde, quoi. Donc c'est ce truc-là. Donc est-ce que c'est mort ? Non, c'est pas mort. Il y a juste des enjeux de fiscalité à la ressortie. Est-ce que c'est embêtant ? Est-ce que ça remet en cause tout le LMNP ? C'est moins avantageux qu'avant. Est-ce que ça dépend vraiment de votre situation et surtout du financement ? On retombe dessus. C'est toujours le financement. On continue. Question mindset, erreur et réalisme. Top 3 erreurs que tu vois en 2026, c'est les gens qui veulent fire, trop de leverage, trop de bourse, sous-estimation des dépenses, etc. Alors, top 3 des erreurs. Effectivement, c'est de croire qu'ils vont y arriver avec la bourse seule. Alors, déjà, il faut bien calculer combien les personnes veulent pas. En fait, il y a un truc qui est un retour à la réalité très concret. Le retour à la réalité, c'est de savoir exactement combien vous voulez et calculer combien il faut d'argent en bourse et calculer combien il faut mettre tous les mois pour y arriver. Donc déjà, une fois que vous avez fait ça, normalement, vous vous rendez compte que la bourse seule, ça ne marche pas. Et surtout, il faut vraiment vous poser des questions. Vous gagnez très bien votre vie aujourd'hui. Vous êtes en capacité de mettre 3 000 € par mois de côté et vous allez y arriver en 15 ans. Très bien, mais est-ce que vous allez tenir 15 ans dans votre taf à ce rythme-là ? Je pense fortement que non. En tout cas, là, moi, j'ai la chance d'avoir aujourd'hui 37 ans, donc je vois tous ceux qui sont allés dans des métiers bien compétitifs. Et aujourd'hui, c'est quand même plus complexe que ce que ça a l'air. Donc déjà, surestimer sa capacité à mettre en bourse, ça c'est un enjeu. Trop de leverage. Alors, sur de la bourse, je vois beaucoup de personnes qui mettent beaucoup de leverage intraday. Donc, vous allez, par exemple, vous dites, OK, le S&P 500, ça fait du 10-12% par an. Je fais un effet de levier x2, donc je vais faire du 24% par an et ça a marché. Alors, attention, regardez bien comment ce leverage fonctionne, parce que c'est pas exactement comme ça que ça tourne. Et éléments, sous-estimation des dépenses. Non, je pense pas. La plupart des personnes sous-estiment. Alors si, en fait, il y a un enjeu quand même, c'est quand vous êtes seul et célibataire, vous ne vous rendez pas compte du coût de la vie à deux, mais plutôt à deux avec enfants. Alors à deux, la vie est potentiellement inférieure, mais avec enfants, un peu compliqué. Donc voilà, et les erreurs principales, c'est juste de ne pas simplement se focaliser sur un truc qui fait de la thune. Vous faites je le vois en IMO, je le vois en business. Si vous faites de l'IMO, vous m'appelez, on fait de l'IMO, je vous montre ce que c'est, un truc qui gagne de l'argent. Parce que si vous ne savez pas au début, vous ne pouvez pas savoir tant que vous ne l'avez pas fait. Donc si vous faites un bien IMO comme ça,
Vous ne savez pas forcément faire les calculs, vous pensez que ça vous rapporte de l'argent, en fait c'est que dalle. Il faut faire un truc qui vous rapporte concrètement de l'argent tout de suite. Pareil sur le business, il y a plein de trucs qu'on peut faire, c'est sympa dans tous les sens et tout. Moi tout ce que je veux c'est qu'à la fin vous gagnez 1000, 10 000, 100 000 euros par mois pour que ça avance, quoi. 9. Oui, on peut perdre de l'argent en IMO ou en bourse. Comment hedger, minimiser les pertes à inférieur à 10% en max portefeuille FIRE? Alors, il y a plein d'enjeux. Moi, je dirais que si on veut minimiser les pertes en bourse, alors il y a plein de techniques. Ce que je ferais, moi, concrètement, c'est je mettrais dans des actifs qui sont censés ne pas être corrélés. Donc ça, c'est la base un peu du hedging. C'est-à-dire, si vous avez, c'était un peu le portefeuille de tout à l'heure, normalement, les obligations ne sont pas corrélées avec les actions. Donc, lorsque le taux des obligations augmente, les actions diminuent et inversement, le taux des obligations diminue, les actions augmentent. Donc, normalement, si vous avez une répartition entre les deux, c'est censé s'arbitrer et vous allez comme ça être en croissance sur l'un et en perte sur l'autre. Pareil sur l'or. Si vous voulez de l'or qui est censé être l'indicateur, augmenter lorsqu'il y a un peu des crises. Donc, vous pouvez vous répartir dans différents actifs. Attention quand même. Au début, quand vous commencez et que vous n'avez pas des portefeuilles très importants, si vous êtes dans une stratégie où il faut atteindre des gros montants, moi je vous encouragerais à quand même prendre beaucoup de risques pour avancer, grosso modo dessus. Après, vous avez d'autres méthodes pour vous hedger qui sont un peu plus complexes, donc avec des options, etc. Ça marche très bien, mais c'est pour quand vous avez un peu plus d'expérience et surtout de volonté de couvrir votre portefeuille. Vous pouvez aussi utiliser ces techniques pour vous hedger et minimiser les pertes pour pouvoir faire de la performance aussi, mais attention, très risqué. Donc on peut aller là-dessus. Comment je ferais moi en IMO ou en bourse? Ce que je ferais, c'est que déjà je ferais de l'IMO et de la bourse, parce que normalement l'un et l'autre n'ont pas réellement le même impact ensemble. L'IMO, j'utiliserais beaucoup de crédit, la bourse, je ne mettrais pas de crédit, et rien que ça vous permet d'avancer assez loin. FIRE en couple versus solo, quels impacts concrets sur le capital cible, les dépenses mensuelles et la stratégie globale? Alors là, je l'avais fait, je ne l'ai pas sous les yeux. Ça dépend concrètement de quel est votre objectif de vie et qu'est-ce que vous voulez comme lifestyle et où est-ce que vous voulez mettre vos enfants. Enfin, il faut penser à tout. Vous voulez combien d'enfants? Vous voulez qu'ils fassent quoi dans la vie? Vous voulez que ça aille où? Et du coup, là, ça vous fait votre stratégie globale. 11. Est-ce que viser FIRE à 40 ans est encore réaliste pour un salarié moyen entre 50 et 80 000 euros par an net en 2026 ou c'est réservé aux revenus entrepreneurs? Non, c'est tout à fait réaliste. Si vous êtes entre 50 et 80 000 euros à l'année, là, moi, je vous conseille quand même fortement de tester l'IMO, c'est pas mal. Ça vous permet d'accélérer très vite. Et franchement, encore une fois, si vous venez avec moi, en 3 semaines, on trouve un deal, vous y allez, vous avancez, et vous voyez si c'est pour vous. Et après, effectivement, vous allez pouvoir, avec la bourse à 40 ans, ça dépend quand vous commencez, ça risque d'être un peu compliqué. Ça dépend de votre objectif de FIRE à la fin. Si vous avez un objectif qui est raisonnable, en faisant de l'épargne et en plaçant par exemple en bourse, vous allez y arriver. Si vous avez des objectifs un peu ambitieux, que la bourse, ça ne marchera pas. Donc il va falloir aller dans l'IMO ou aller effectivement dans les boîtes. Et les boîtes, ça s'apprend. Ça s'apprend, il n'y a rien qui... il faut y aller, il faut y passer le temps. C'est pas forcément agréable. Vous allez travailler sur vous, sur votre capacité à vendre, etc. À travailler avec des gens, mais vous allez y arriver. Il y a plein de gens qui y arrivent, alors pourquoi pas vous? 12. Lean Fire versus Fat Fire. Quel style de vie recommandes-tu en 2026 pour scaler vite sans te cramer mentalement? Alors, le Lean Fire, c'est grosso modo, donc le Fire, ça va être le montant moyen, ça va être le revenu moyen du pays dans lequel vous êtes. Alors maintenant, je vous encourage même à descendre, quand on est en Fire, à descendre au revenu local. Parce qu'en France, comme dans d'autres pays, plus on avance, plus vous avez des îlots qui sont chics, quoi. Vous êtes à Paris, Fire, il faut au moins du 3 000 à 4 000 euros par mois. Vous êtes à Vesoul, d'où vient mon père. À 1000 balles, je pense que vous en sortez, ou 1200, vous en sortez à Vesoul, quoi. Pourquoi? Parce que tous les prix sont 4 fois moins chers à Vesoul. Donc, voilà. Vous êtes 4 000 à Paris, 1000 à Vesoul, vous en sortez. Donc, ça dépend vraiment d'où vous habitez. Donc, en termes de style de vie, en Lean Fire, ce que vous devez apprécier, c'est vous allez devoir faire main basse sur plein de choses quand vous êtes en Lean Fire. En fait, sur des choses, il faut juste voir en fait ce que vous voulez comme style de vie et ce qui est important pour vous. Donc le Lean Fire, en Lean Fire, vous êtes entre 700 et 1500 euros par mois.
là, vous n'allez pas pouvoir prendre une business class pour aller à Dubaï. Vous n'allez pas pouvoir prendre un billet d'avion. Alors, ça dépend comment vous organisez, mais voyager. Vous n'allez pas pouvoir vous faire des restos à 300 balles dans le mois, etc. Ça dépend comment vous avez une structure de coût. Quelle est votre structure de coût? Un lean fire, aujourd'hui, je pense qu'il faut, en ayant ces types de revenus-là, aller dans des villes qui coûtent peu cher, voire des pays qui coûtent peu cher. Louer ou acheter, à vous de voir, avec du 300 euros, entre 200 et 300 euros pour son logement. Donc on ne peut pas aller beaucoup plus haut que ça, à mon avis. Et là-dessus, après, pour votre alimentation, etc., être vraiment en mode frugaliste pour le coup. Donc pourquoi pas avoir un potager, pourquoi pas être relié à l'économie locale qui va vous aider à bien vous structurer pour que ça coûte pas cher, etc. Fat Fire, alors ça dépend où on est, mais les Fat Fire, on est beaucoup plus sur du 30 000, on est sur du 30 000, 100 000 euros par mois en réalité. Donc ton lifestyle à 30 000 euros par mois, alors attention dans quel pays vous êtes, vaut mieux être à Dubaï avec 30 000 euros par mois qu'en France. Pour faire simple, 30 000 euros par mois à Dubaï, c'est 30 000 euros. 30 000 euros par mois en France, c'est 60 000 euros par mois. Donc déjà, il faut être 2 fois plus riche. Vous êtes 2 fois plus pauvre en France qu'à Dubaï, quoi. Et après, le niveau de vie est inférieur à Dubaï. Quand même cher, mais inférieur à la France ou à Paris, du moins. Du coup, comment le style de vie que tu peux avoir... Alors, c'est marrant parce que sans te cramer, à mon avis, scaler vite, voilà, sans te cramer. Donc, c'est plutôt dans la phase où tu te développes. En réalité, d'un côté, donc ton lean fire, tu vas viser du 600 000 balles à 300 000 euros d'investissement. Et de l'autre côté, quand tu es fat fire, tu vas viser du 10 millions, quoi. Donc, c'est pas pareil. Le style de vie des deux côtés, ça dépend de ce qui est important pour vous. Donc ça dépend de ce qui vous permet d'être à l'équilibre, ça dépend du nombre d'heures de sommeil que vous avez envie, de l'impact de vos amis, de votre faculté de travail, etc. Je pense que c'est intéressant toujours de tester un petit peu plus pour essayer de se dépasser, pour voir en fait quelles sont nos limites. En fait, on est toujours obligé de jouer un peu avec nos limites. Donc vous êtes lean fire, mettez-vous comme objectif, que vous soyez lean ou fat, d'acheter un appart en 3 mois. Et voyez ce que ça donne. Venez avec moi, on le fait, on voit ce que ça donne. Par contre, attention, quand vous êtes lean fire, vous faites 3 apparts, vous avez atteint votre objectif. Vous êtes fat fire, il va comme ce que j'ai là, il va falloir 100 apparts, 300 apparts. Donc c'est pas la stratégie pure IMO fonctionne très bien pour lean fire, pure IMO pour le fat fire, il y a juste des différentes, ce sera pas le même IMO, ce sera pas la même façon de faire, quoi. Donc en termes de lifestyle, alors moi ce que je vous conseillerais aujourd'hui, c'est de faire attention à ce que vous bouffez, ce qui est très dur pour moi, de vous coucher tôt. Ça dépend de qui vous êtes. Soit vous êtes vous plutôt nocturne, soit vous êtes plutôt du matin. Moi, je suis plutôt du matin. Donc, en tout cas, moi, ce qui est plus productif pour moi, c'est de me coucher à 9h, 10h si j'y arrive et de me lever très tôt. Si vous voulez vraiment atteindre votre objectif, il faut que ce soit votre objectif d'être fire. Donc, malheureusement, vous ne vous concentrez pas sur votre couple. Vous ne vous concentrez pas trop sur autre chose qui n'est pas votre objectif fire. En fait, vous avez plus de chances de prendre un seul sujet et de le traiter en 1 an que de prendre 3 sujets et d'essayer de le traiter en 3 ans. 3 sujets en 3 ans, c'est très dur. Un sujet en 1 an, c'est traitable. Ce que je veux dire, c'est que si vous voulez réussir votre couple, votre physique, parler 3 langues et gagner 10 000 balles par mois, c'est un peu dur de le faire en 1 an, quoi. Choisissez juste un truc. 13. Comment gérer la peur de tout perdre quand on est agressif sur du leverage ou les investissements? Ton mindset perso face aux haters et aux cracks. Waiters. Alors, comment la peur de tout perdre quand on est agressif? Alors, en fait, c'est bizarre. C'est à force de le faire. En fait, il faut être en capacité de se refaire. Donc, en capacité de se refaire, c'est plus vous avancez, plus vous développez des compétences qui vous permettent de gagner de l'argent, plus après vous êtes en faculté de vous dire, OK, s'il y a un truc qui ne marche pas, c'est pas grave, je le refais. Par exemple, vous faites pas mal d'IMO, à un moment, je ne sais pas pourquoi, vous merdez, il faut revendre, vous revendez. Vous ressortez de là en vous disant, j'avais 1 million d'IMO, maintenant j'ai plus rien, 1 million d'emprunts en cours. Après, vous dites, OK, maintenant, je peux recommencer. Je peux faire mieux. Voilà, j'avais acheté des trucs qui n'étaient pas super, qui marchaient pas super bien. Même moi, j'en ai des trucs qui marchent pas bien. C'est pas grave, hein, et on recommence et on y retourne. Sur le leverage en bourse, c'est un peu plus compliqué parce que donc la peur de tout perdre en bourse, c'est que vous avez 100 000 euros. Ça a été dur pour... Voilà, le problème, c'est en fait, c'est votre faculté à faire de l'argent qui change tout. Si vous avez aujourd'hui 45 ans, vous avez 700 000 balles en bourse, et vous avez mis de l'argent petit à petit de côté tous les mois pour y arriver, si demain vous avez un crack, c'est assez compliqué. Vous savez que vous avez réussi parce qu'il vous a fallu du temps et de l'épargne.
Et du coup, là, potentiellement, vous n'allez pas pouvoir recommencer facilement pour atteindre ça. Donc, moi, je vous encourage toujours à aller dans des façons de réussir à faire de l'argent. Mon mindset perso face aux haters et aux cracks, quand il y a des cracks, alors ça dépend des montants. Maintenant, je vois plus, ça dépend quels sont les montants de pertes. Quand je suis dans des situations assez hard où je risque de perdre beaucoup, je me lève, je me bats et j'essaie de trouver des techniques pour rebondir, quoi. Donc ça, il faut le garder. Attention, ça prend beaucoup d'énergie. Les haters, il y en aura toujours. Il y a plein de gens, encore une fois, ils m'insultent partout en me disant... c'est marrant parce que les phases de haters évoluent. Au début, les haters, ils pensent que je raconte que des conneries et que j'ai rien. Après, ils regardent un peu. Alors, soit ils arrivent à se convaincre de ça en faussant les informations, soit après, ils passent à un stade où, ouais, c'est bon, t'as de l'argent, mais en fait, t'es une merde et c'est pas possible. Bon. Moi, maintenant, je prends de la distance. J'essaie même plus de débattre réellement des choses. En fait, j'essaie juste de temps en temps qui clarifient réellement leurs pensées. Parce que la plupart des haters, ils vous font des commentaires un peu bizarres qu'on peut comprendre dans plusieurs sens. Et là, il faut juste leur demander de clarifier. Une fois qu'ils clarifient, vous comprenez réellement que les gars, en fait, veulent juste vous chier dessus. Donc bon. Mais sinon, moi, dans ma vie, moi, je les vois pas, je les rencontre pas. Donc en fait, moi, ça me va. Et les cracks, là, j'ai reperdu du coup 700 000 balles sur un invest. Ça va me limiter mes projets de cette année. C'est dommage. Et je me dis juste comment je peux rebondir pour gagner plus, quoi. On s'est fait 13 questions aujourd'hui, ça fait déjà 1 heure. Il m'en reste encore pas mal d'autres. Dites-moi en commentaire et sur Insta si ça vous motive pas mal ce type d'épisode. Et je vous dis à très très vite. Un petit 5 étoiles, un petit commentaire. Et surtout, venez avec moi là, en training, là, en coaching. Là, je m'occupe de vous. Là. On s'appelle cette semaine et on vous fait scale en IMO. Là. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, Lora. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.